Bonjour Hamza. Salut Thierry, comment ça va? Eh ben écoute, ça va bien. Bon, quelques petites contrariétés techniques comme d'habitude, mais sinon tout se passe bien. Alors. Bon. De quoi on parle aujourd'hui? Ah, honnêtement, j'ai failli attendre. Hein. Je me suis dit tout d'un coup, j'avais l'inconnu devant moi, mais va-t-il poser la question ou pas? Que vais-je devenir? Dans c'est une émission un petit peu différente aujourd'hui, hein? Voilà, tout à fait. On fait une émission un petit peu différente. Alors, en fait, l'émission d'aujourd'hui, donc, c'est un question-réponse. C'est quelque chose donc qu'on avait déjà fait précédemment et qu'on va refaire un peu plus souvent. Donc, c'est un question-réponse emploi-carrière. Alors. On va peut-être passer tout de suite à la première question. Alors c'est quoi la première question? Voilà, alors la première question, c'est une question de Nadia. Comment bien gérer sa performance review de fin d'année? D'accord, donc sa revue de performance de fin d'année. C'est ça. Alors, donc bonne question. Donc du coup j'ai la slide ici. Donc en fait la revue de performance elle est pas forcément déjà qu'en fin d'année. Hein. Elle est périodique. Ça peut être une fois tous les ans. Ce serait médiocre si elle était une fois tous les ans, mais en général elle se fait quand même plus régulièrement que ça. Mais dans tous les cas, la revue de performance, il faut s'y préparer. La pire des choses qu'on puisse faire, Thierry, c'est d'être passif. C'est-à-dire de se dire, ouais, j'ai un meeting, tu sais, avec mon boss, et puis je vais y aller, puis je vais bien voir ce qu'il va me dire. Non, ça, c'est pas cool du tout, en fait. Il faut plutôt être dans la documentation de ses résultats. Ouais. Dans la documentation de ses résultats, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que, en fait, tu sais, Thierry, le truc avec tes résultats, c'est que ton manager va pas forcément connaître tous tes résultats, va pas forcément avoir, tu sais, tous les détails de ta progression. Et il est très important que toi, tu documentes ça, que toi, tu te rappelles de ça. Alors, ça se fait tout au long du travail. C'est pas quand il y a une revue de performance qu'on commence à se dire, ah mince, par rapport à qu'est-ce qu'il m'avait dit la dernière fois déjà, c'est pas cool, quoi, hein. Il faut venir avec des résultats quantifiables. Oui. D'accord? C'est pas ouais, maintenant je pense que j'ai bien appris à utiliser le système. Ton manager il s'en fout. C'est bien, mais ça fait pas avancer le schmilblick. Donc ce qu'on veut, c'est qu'est-ce que ça fait pour la société. Comment ça fait avancer la société. L'autre point aussi, c'est d'être conscient, de même informer le manager par rapport à tes erreurs. Il les connaît, tes erreurs. En général, il les connaît, Thierry, tu sais, nos erreurs. Et le plus important, c'est de prendre tes responsabilités par rapport à ces erreurs. Pas essayer de blâmer le collègue, le département, un tel, etc. Mais de dire, ça, c'était clairement une erreur. Oui. J'ai appris énormément par rapport à ça. D'ailleurs, ça s'est plus repassé. Vas-y. Voilà. Et je voulais ajouter quelque chose. C'est que ça s'articule, en fait, avec le point précédent qui est de venir avec tes résultats. Parce que souvent les managers sont plus au courant de nos erreurs que de nos résultats, et le fait d'avoir préparé quelque chose sur tes résultats, ça va te permettre de sortir de la situation, de la position purement défensive. C'est-à-dire que plutôt que de parler de ce que tu as mal fait, tu vas pouvoir enchaîner sur ce que tu as bien fait. Voilà. Ouais, et ça peut aussi contrebalancer une impression qui a pu se former chez ton manager entre deux périodes d'entretien, parce que il a pas forcément il t'a pas forcément surveillé, et malheureusement ce qui revient le plus souvent aux oreilles des managers, c'est plus souvent quand même ce qui a pas marché que ce qui a marché. Ouais, c'est sûr, hein, écoute, de toute façon, le manager, il est conscient de pas mal de choses. Alors, dans certaines sociétés, tu sais, il y a les RH qui sont impliqués dans la revue de performance. Il y a ce qu'on appelle des 360-degree review, ou alors, tu sais, c'est tout autour de toi, non seulement les managers, mais aussi les collègues et peut-être les gens que tu manages de toi-même. Il y a pas mal de choses. Ce qui est important, c'est de pas être passif. Voilà, c'est de préparer la chose. Et c'est vrai que quand la revue de performance va se faire, c'est souvent la personne qui va commencer. C'est pas le manager. Le manager va souvent dire tiens, écoute, je voudrais commencer. Comment ça s'est passé pour toi? Comment ça se passe? Comment tu vas?
comment tu vois ta progression, etc., etc. Donc c'est là que c'est important de prendre ses notes, de dire écoute, sur le plan un tel, moi je suis assez satisfaite parce que je suis passé de ça à ça. Maintenant, on a réussi à faire ça à ça. En plus, c'était en lien par rapport au dernier feedback que tu m'as fait lors de notre dernière revue de performance. Le manager va être wow, ok, là c'est du lourd, c'est quelqu'un qui est super sérieux, organisé, structuré. J'ai intérêt d'être au niveau, quoi. Et oui. Ça c'est super bien. Et surtout, tu sais, quand t'es dans la revue de performance, faut jamais être défensif. De toute façon, parce que en revue de performance, personne n'est parfait. Donc, le manager, s'il te dit des choses à améliorer, un comportement, une attitude, un résultat, des choses, il vaut mieux qu'il te les dise que il te les dise pas et qu'à un moment, il en est tellement ras-le-bol que d'autres choses se passent. Donc, c'est bien d'avoir une construction, enfin, une critique constructive. Et même si elle n'est pas constructive, elle est jamais personnelle. Oui. Il faut toujours se dissocier de ces résultats. C'est-à-dire que de certains mauvais résultats, si moi je sais pas, si je suis pas bon dans quelque chose, mais ça me définit pas en tant que personne. C'est juste quelque chose où je suis pas encore bon. Ouais. Pas encore bon. Ou quelque chose que j'aime pas faire. D'accord? Mais il faut toujours se dissocier parce que sinon on rentre dans la défensive. Si on se sent attaqué, personnellement, on rentre effectivement dans la défensive. Et ça, personne n'aime entendre des feedbacks négatifs, mais c'est tellement important pour apprendre. Sans feedback négatif, comment on peut apprendre? Donc tu vois, si on dit ouais c'est bien, vous allez vous ennuyer dans le job. Donc il faut juste être prêt à pas être défensif. Il faut juste prendre des notes et dire d'accord, ça va être une de mes priorités pour la prochaine étape. Alors d'accord, non mais je comprends tout à fait. Donc en fait, essayer de paraphraser, essayer de montrer qu'on a bien compris ce que le manager attend. Donc ça c'est le point. Donc prendre responsabilité par rapport à ces fautes, c'est aussi un point dont on a brièvement parlé juste avant. C'est la faute à personne, c'est ta faute, d'accord? Prendre ses responsabilités, ça veut dire ça. Ça veut dire effectivement, j'aurais pu, j'aurais pu faire ça. C'est quelque chose dont j'ai eu conscience il y a quelques temps et j'ai mis des choses en place, comme par exemple un nouveau système. Maintenant, je te CC toujours et j'ai fait en sorte que ça se passe plus. Donc j'espère que tu as remarqué aussi que ça se passait de moins en moins. Donc tu vois, ça n'a rien à voir avec les autres. Il faut vraiment, même si on sent que c'est injuste, il faut prendre sur soi et se dire comment je peux changer mon rôle, comment je peux changer mes actions pour avoir un impact sur cette situation. L'autre point que je recommande souvent à mes clients, Thierry, mes clients dans le coaching, donc des gens qui ont envie de se faire coacher par rapport à leur carrière, souvent, ce que je leur demande de poser comme question, c'est d'identifier le plus gros challenge de la société ou du manager ou du département ou de l'équipe et essayer de plutôt être dans l'inquisitive, c'est-à-dire d'être en demande de challenge parce qu'en fait souvent le manager il se sent un petit peu seul dans son île, personne le comprend, il peut pas trop se réfugier, se confier à son équipe parce qu'il sait pas trop comment ils vont le prendre, ils vont peut-être avoir peur et partir, ils vont peut-être parler, etc. Donc le manager il se sent souvent seul. Et quand quelqu'un se positionne plus comme un partenaire et non pas comme un subordonné, eh bien peut-être que qui va pas forcément être ouvert à discuter cette fois-ci, mais vous ferez une impression parce qu'il faut pas oublier, Thierry, que en fait le manager c'est notre client. C'est un petit peu comme le client qui nous paye tous les mois pour une prestation, et donc a fortiori on est obligé un petit peu d'être sûr qu'on apporte une solution, qu'on apporte des solutions aux problématiques du client. Ça fait du sens? Oui, bien sûr. Donc voilà, ça c'est. Et le dernier point, c'est essayer de comprendre ce qu'il attend de vous dans le futur, pour la prochaine période. Essayez de comprendre dans les 3 prochains mois, 6 prochains mois, la prochaine année, c'est quoi le but? Qu'est-ce qu'il voudrait? Et à partir de là, essayez de vous dire, voilà, maintenant je voudrais retourner vers lui avec peut-être un dépassement de ses objectifs, un dépassement de ses attentes. Et c'est comme ça qu'une revue de performance se prépare, pas forcément que à la fin de l'année. Est-ce que ça fait du sens? Oui, tout à fait.
Tout à fait. C'est un peu résumé, mais j'espère qu'il y a quelques outils intéressants, quelques astuces intéressantes. Voilà. Et puis de toute façon, c'est bon, quand on en a parlé avant l'émission, tu avais bien dit que c'est quasiment une émission en soi-même, donc on va dire que c'est plutôt une sorte de résumé d'une émission future que nous pourrions faire qu'un tout en soi-même. Ben, on va passer à la deuxième question alors. Yes, la deuxième question alors. C'est entre une augmentation de salaire et une promotion, qu'est-ce qu'on doit choisir? Parce que c'est des choses qui peuvent arriver dans les entreprises où en fait on vous demande de choisir l'un ou l'autre. Oui, tout à fait. Et tu sais, ma réponse, ça sera toujours la même. Ouais. Je choisirais, à moins que le salaire actuel soit tellement misérable qu'on peut pas vivre. Bien sûr. Je choisirais toujours la position où il y a le rôle où il y a plus de responsabilité, où il y a une élévation, si tu veux, de mes responsabilités, etc. Pourquoi? Tout simplement, Thierry, parce que une position plus élevée dans la société, plus de responsabilités, c'est un investissement pour le futur. Si effectivement on est en train de rechercher une augmentation salariale, mettre sur un CV qu'on est manager, d'accord, va nous faire plus d'argent à long terme, beaucoup plus d'argent à long terme et plus tôt en plus dans notre carrière que si on gagne plus d'argent mais que la position elle reste un petit peu la même, que le job reste un petit peu le même. Si tu veux, c'est vraiment une façon de voir entre la gratification instantanée, vouloir les choses maintenant et plutôt penser à long terme. C'est toujours plus intéressant de montrer sur un CV qu'on a évolué, qu'on s'est fait promouvoir, parce que c'est attractif. L'employeur, le recruteur se dit, s'il se fait promouvoir, c'est qu'il fait des choses bien. Oui. Et en plus, on touche sur un autre grade, sur une autre braquette de salaire, une autre fourchette salariale, parce qu'on évolue. Donc finalement, en fait, je choisirais toujours ça. L'autre point que je voulais dire, c'est que à cette personne, je sais plus, tu avais dit le nom ou pas? Non, j'ai pas dit, mais c'est toujours Nadia. Nadia, d'accord. Par rapport à cette situation, même quand tu choisis plus de responsabilités, un meilleur poste, un meilleur titre, une évolution en quelque sorte, rien ne t'empêche de dire d'accord, je choisis la responsabilité, je comprends que j'ai pas encore la crédibilité pour peut-être avoir le salaire qui matche ce nouveau poste. Par contre, si dans 6 mois j'atteins mes objectifs, est-ce que vous êtes ouvert effectivement à réajuster mon salaire au poste à ce moment-là? Voilà. Tu vas, et c'est très difficile pour un employeur de dire ah non, même si tu atteins tes objectifs, tu seras toujours sous-payé par rapport au poste. C'est très difficile. Tout à fait. Et puis en plus, on a fait une émission à ce sujet qui est comment renégocier son salaire avec son entreprise. Et ce que je dirais en appui de ta présentation, c'est que c'est plus simple de demander une augmentation de salaire quand on a eu une promotion que de demander une promotion quand on a eu une augmentation de salaire. Parce que là, comment dire, l'employeur, le manager, les RH sentent qu'il y a un déséquilibre quand vous avez une promotion, que vous n'avez pas le salaire correspondant. Alors que quand vous venez d'avoir une augmentation, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Pourquoi demander plus? Voilà. Ouais. Et puis sûrement, là, tu sais, la question trahit, la question de Nadia trahit une petite société. C'est pas les grandes sociétés qui font ça, parce que souvent les grandes sociétés, elles sont hyper structurées par rapport au salaire et au grade ou au niveau du poste. Elles disent ce poste il vaut une fourchette salariale entre temps et temps, etc., etc. Donc la question trahit une petite société où le manager fait un petit peu comme il veut, etc., etc. Mais je choisirais toujours plus de responsabilités, un poste plus élevé, parce que c'est une évolution, c'est une croissance pour ma carrière et c'est un retour sur investissement beaucoup plus conséquent que juste avoir un salaire plus élevé maintenant, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bien sûr, ne t'en fais pas. J'imagine. On a de quoi t'occuper. Alors, toujours une question de Nadia, donc depuis le début. Comment savoir s'il est temps de changer de job?
Alors, ouais, c'est une super question. Je l'ai souvent et on la voit souvent, ce genre de questions. Alors, tu sais, bonne question, Nadia. Bravo hein, pour Nadia, parce que ça va servir à beaucoup de gens. Alors, est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois rester? Comment on sait? Il y a des gens, tu sais, Thierry, qui sont des professionnels qui sont en poste depuis 10-15 ans. Ouais. Ils sont dans la même société depuis 20 ans. Alors, est-ce qu'ils doivent rester? Est-ce qu'ils doivent partir? Est-ce que c'est un nombre d'années? Il y a des gens, au bout d'une année, ils se posent la question. Au bout de 6 mois, ils se posent la question. Oui. Alors, est-ce qu'il y a un minimum de temps? Comment ça se mesure? Comment ça se jauge? Et ça se mesure pas comme ça. Ça se mesure pas comme ça. Le point principal, c'est est-ce que vous êtes encore en train d'apprendre? Si vous apprenez des nouvelles compétences, si vous vous améliorez dans quoi que ce soit, si vous apprenez votre maîtrise, vous augmentez, vous améliorez votre maîtrise sur le sujet de votre choix, eh bien, c'est un bon environnement. Vous êtes en train d'évoluer. Plus vous maîtrisez votre sujet, plus vous devenez pointu, expert sur votre sujet. Et ça vaut de l'argent. Ça vaut de plus en plus d'argent. Donc, en fait, vous êtes dans une courbe croissante. Si en plus, ça vous plaît. C'est-à-dire que c'est vraiment dans votre zone de talent. D'accord, où vous expérimentez, vous êtes en train de vraiment ressentir ces zones de flow. Tu sais, les zones de flow, on en avait parlé, si tu te souviens, je sais plus le titre de l'émission qu'on avait faite sur, je crois que c'est comment trouver sa vocation. Oui, ça doit être ça, oui, c'est ça, tout à fait. Ces zones de flow, c'est quoi? C'est quand on fait une activité et qu'on s'immerge dans l'activité à tel point qu'on oublie, qu'on remarque même plus le temps passer. En fait, que tout va très très vite. Que notre pensée, notre réflexion, tout est accéléré, on est très très efficace, beaucoup plus productif. Oui. Et quand on ressort de cette zone de flow, on est waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Il est quelle heure? En fait, on a été un petit peu coupé. Ça, c'est un signe que le mental est connecté au cœur. C'est que la passion, elle est connectée, tout est vraiment connecté. Tout à fait. Et qu'on est dans sa zone de talent. Tout à fait. Ce flow, c'est un petit peu ce qu'on dit dans le New Age quand on parle de l'illumination. C'est-à-dire, c'est ce moment où on a l'impression, comment dire, que la conscience sort du corps et, enfin, reste dans le corps, mais sort, se déploie en fait aux alentours, et où en fait on a l'impression de ne faire qu'un avec l'univers. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout s'organise, tout est cohérent, et comment dire, l'action ne demande aucun effort. Ouais, et tout le monde a expérimenté le flow. Tout le monde a expérimenté le flow, que ce soit pour résoudre un problème mathématique, danser, chanter. On expérimente toujours le flow dans quelque chose. Et ça, c'est une bonne indication que notre zone de talent, elle est dans ce que vous faites, dans ce qui vous permet d'expérimenter ce flow. Alors si déjà tout ça c'est bien en ligne, vous apprenez, vous expérimentez le flow, bah faut pas partir. Pourquoi partir? Faut pas partir pour partir, c'est pas un nombre d'années. Thierry, c'est pas 15-20 ans ou 2 ans ou 6 ans qui comptent. Ouais, tu sais, ça fait déjà 7 ans que je suis dans ma boîte. Et alors? Ça fait quoi exactement? Enfin, si vous évoluez, vous apprenez, vous continuez, vous aimez, il faut continuer. C'est pas voilà. Donc les points négatifs qui feraient que effectivement ça accélérerait, ou je conseillerais de peut-être aller voir ailleurs, c'est une compensation, je parle de salaire, qui serait pas au niveau du marché. Bien sûr. Ou des fois des autres collègues, d'accord. Alors que vous soyez peut-être pas respecté. Il y a des environnements où les boss, parce que c'est des boss et qui sont pas vraiment bons dans leur boulot, ils crient sur les gens, ils crient tout le temps. Ils les traitent de certains noms. Et puis quand on demande aux employés, on dit ouais, il est tout le temps comme ça. Puis donc ça devient la norme. C'est peut-être pas un environnement où effectivement vous avez envie de vous éterniser. Où effectivement, c'est pas là où vous allez être super bon, passionné, motivé tous les jours. Aussi, si vous avez un désaccord profond avec la stratégie de la société. Tu sais, tu as un désaccord avec la stratégie de la société, tu sais qu'ils vont se manger un mur. Oui. Et si tu veux pas être associé à ça, parce que ça va impacter ta carrière, effectivement, c'est un bon signe pour partir avant le crash. Ou alors si les pratiques de ta société sont pas très justes, oui, elles sont pas très... Voilà, ou si par exemple... elles sont douteuses. Tu travailles dans une entreprise qui change
plus ou moins de cibles commerciales, et avant vous essayez de vendre quelque chose, je ne sais pas moi, on va dire à des personnes entre 30 et 45 ans, et puis vous décidez en fait de vendre vos produits à des personnes qui ont plus de 75 ans et de faire de la vente forcée. Bon, voilà, ça c'est l'exemple extrême, mais c'est un bon exemple. C'est du moment pratique de la société, ouais. Où l'éthique de la société ne vous convient plus. Exactement, exactement. Alors l'autre point aussi qui peut être intéressant, c'est est-ce que vous arrivez juste pas du tout à vous mettre en accord, à vous entendre avec votre manager et vos équipiers, les gens de votre équipe. Si vous y arrivez absolument pas, c'est un cauchemar pour tout le monde. Il faut partir, bien sûr. C'est pas parce que vous y arrivez pas que s'il y a un problème avec vous. C'est juste que quelquefois l'environnement ou le type de personnalité, il n'y a pas de match. Et ça arrive tout le temps, malheureusement. Ça arrive tout le temps. Et l'autre point par rapport au match, il y a aussi la culture de la société. Il y a des cultures de société. Moi, je sais que j'ai passé des entretiens quand j'étais très jeune à Londres avec plusieurs boîtes. Et il y avait une boîte où le manager a fait une blague que j'ai absolument pas appréciée sur une femme de ménage et j'ai dit au chasseur de tête, même si il m'offre tout l'or du monde, je travaillerai jamais avec lui. C'est pas comme ça que je voyais ma vie. Ouais. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que la culture de la société, elle doit être en lien aligné avec vos valeurs. Parce que sinon, vous allez traîner des pieds, vous allez être démotivé et puis vous n'allez pas faire du bon boulot. On va donc vous faire des reproches, des feedbacks négatifs, etc., etc. Donc c'est pas à quoi ça sert, quoi. Hein. Si on a, voilà, ça c'est des petites directions, des petites astuces des indicateurs, on va dire, qui nous permettent de dire je reste pas. Voilà, j'espère que ça fait du sens. Oui, tout à fait. Donc la question suivante, c'est quelle attitude dois-je adopter avec le Big Boss quand mon manager immédiat ne reconnaît pas, ne promeut pas mon travail? Ouais, c'est une super question, ça. Ça, c'est une super question parce que toujours ça arrive Nadia, tellement... Comment? Toujours Nadia. Va falloir qu'on l'appelle pour ces questions. Elle a enchaîné. Ouais. Bah, tu vois, Nadia, elle vient presque de se faire un cours de coaching gratuit. Oui. mais en tout cas, ces questions, on les a pris parce que c'est des questions qui peuvent servir à beaucoup de monde. Donc j'espère que ça va vous servir, les amis. Alors ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent, tu sais, Thierry, où effectivement, tu as des mauvais managers qui vont pas forcément mettre en valeur leurs équipiers, leur équipe, le travail de leur équipe. Ils vont prendre tout le crédit. Et ils vont dire, ouais, c'est mon département, c'est moi, c'est grâce à mon management. Mais jamais ils vont nommer, ils vont reconnaître, ils vont, tu vois ce que je veux dire? Et oui, ça, c'est quelque chose qui frustre un petit peu les employés parce qu'ils ont envie de dire, mais mince, alors, on fait tellement de bon boulot, mais on n'est pas visible du tout, quoi. Personne fait attention de nous. La plus grande raison, de départ de société, selon plusieurs études, c'est le manque de reconnaissance. Le manque de reconnaissance qui se fait par un manque de training, donc on reconnaît pas qu'il y a un besoin d'investir, qu'il y a une opportunité d'investir sur un employé, c'est un manque de training, manque de compensation, peu importe, c'est un manque de reconnaissance. Parce que la compensation, c'est une reconnaissance par rapport au travail de la personne. Le training, c'est une reconnaissance, etc., etc. Et ça, c'est encore un cas de manque de reconnaissance. Le manque de reconnaissance est super dangereux. Mais en même temps, encore une fois, il faut, dans la voiture, d'accord, il faut conduire. Il faut pas avoir le siège du passager parce que vous n'êtes pas dans la voiture de votre employeur, de votre manager, pardon. Vous êtes dans votre voiture. C'est votre carrière. D'accord? Et ça, c'est important. Donc, il faut être actif. Il faut être au volant. Donc, déjà, la première question que je pose souvent, c'est qu'est-ce que t'en sais? Nadia, comment tu sais que ton manager, il parle pas de toi ailleurs? Ouais. En bien. T'as pas un micro sur lui. Tu l'as pas espionné jour et nuit. Tu sais pas. Peut-être qu'il le fait pas devant toi. Et il faut faire super attention parce que des fois, tu vas te mettre dans une situation de ouais, je suis pas reconnu alors que tout le monde te connaît. C'est possible. D'accord? Oui. Il faut faire très très attention. D'accord? L'autre point, supposons qu'il parle pas de toi. Pourquoi il parle pas de toi? Est-ce que il est insecure, donc pas très sécure. Il est en état d'insécurité. En état d'insécurité, il n'a pas confiance en lui.
Qu'est-ce qui l'amène à ça? D'accord? Et ça, c'est super important. Ça, c'est le point important. L'autre chose aussi, c'est d'essayer d'être impliqué dans des projets qui seraient interdépartementaux. Pas forcément des projets que pour le département, parce que quand on est dans le département, dans l'équipe, on ferme la porte et puis personne nous voit. Par contre, quand on est visible interdépartement, on est obligé de se déplacer, de se réunir interdépartement, de faire partie des meetings, de copier dans les emails d'autres personnes, etc., etc. Et du coup, on est très visible. Donc, prenez des projets qui vous exposeraient à d'autres managers. Et si ça vous expose à d'autres managers, a fortiori, ça va vous exposer aussi au top management. D'accord? Donc ça, c'est un point important. Aussi, n'hésitez pas à copier le N+2. N'hésitez pas à copier dans vos emails le N+2. À le mettre en copie, en disant, oui. Bah oui, à le mettre en copie. L'autre point aussi, c'est, tu sais, il y a des opportunités avec n'importe quel manager où il va prendre des vacances, il va être malade. Là, c'est là votre opportunité de sortir un petit peu de cette boîte entre vous et le manager, Nadia, et de sortir et d'aller voir justement le N+2 et de dire en son absence, je vais juste vous dire, c'est moi qui gère le dossier et on va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de coupure par rapport à ça. Donc je continue, un petit email comme ça, à la suite de quoi 2-3 feedbacks, bien sûr toujours mettre en copie votre manager. Et effectivement, utiliser toutes ces opportunités. Donc, c'est vraiment être actif. C'est pas juste dire, ah, il me met jamais en avant. Ouais. Ouais, mais toi, tu fais quoi? Tu pas Nadia, hein. Nadia, ça se trouve, elle fait beaucoup de choses. Ça se trouve, elle va me dire, j'ai déjà fait tout ça. Mais l'important, c'est que tu es dans la voiture, c'est toi le conducteur. Et si c'est pas du tout quelque chose qui est possible, ben, peut-être qu'effectivement, il faut avoir une discussion avec lui. D'accord. Il faut avoir une vraie discussion avec ton manager et de dire j'ai juste l'impression que tout ce que je fais, c'est un petit peu, il y a que toi qui le sais, mais si un jour toi tu quittes la société, alors, bien sûr on va le tourner comme ça. Si un jour toi tu quittes la société, moi je suis l'inconnu de service quoi. Personne me connaît, personne sait que je fais du bon boulot ou du mauvais boulot, personne ne sait rien. Et là, on peut être surpris. Ça revient à notre première question. Qu'est-ce que t'en sais? Ben, on peut être surpris. Ça se trouve, la personne dit, tu rigoles, je fais un feedback super détaillé sur toi, au moins tous les 10 jours. C'est une personne, il te connaît très très bien. Tu rigoles ou quoi? On parle presque que de toi et machin. Vous êtes les deux qui portaient le département à bout de bras, quoi. Tu rigoles. Et là, tu vois. L'autre aussi, c'est de pas hésiter. L'autre opportunité aussi, c'est, tu sais, tu le vois dans l'ascenseur, tu le vois dans la pause café, peu importe, de pas hésiter à lui dire bonjour. C'est moi qui travaille sur le projet. Je vais juste vous dire bonjour. Je sais on n'a pas discuté avant, mais je travaille sous Intel et je m'occupe du projet. Ah d'accord. Bah enchanté. Écoutez, enchanté. Ça marche. Ouais, pas de souci. Est-ce que je voulais juste vous poser une question et lui en profiter pour me poser une question du projet, ou alors en profiter pour lui dire est-ce que vous préférez que je vous mette en copie quand mes choses sont faites, quand les rapports sont faits? Ou j'envoie simplement directement au manager. Oui, ben envoyez directement au manager et puis on verra entre nous. D'accord, pas de souci. En tout cas, merci, enchanté de vous avoir connu ou peu importe. Tu vois, c'est toi qui conduis, t'es active et proactive. Et c'est trop facile de dire ouais, c'est la faute au manager. Le manager, faut le mettre un petit peu devant le fait accompli des fois. Il y a des gens qui sont tellement, tu sais, ils ont une super notoriété, tout le monde les connaît, etc., etc. Thierry. Et ils sont instoppables. Même si les managers, ils voulaient dis rien, ne fais rien. Voilà. C'est plus fort qu'eux. Parce qu'ils sont toujours là à prendre d'autres projets, à discuter un peu avec tout le monde dans la cafette, à essayer de construire des relations autres que dans leur équipe, etc. Puis à force, bien sûr, tout le monde les connaît beaucoup plus. En 6 mois, quelqu'un peut être connu beaucoup plus que quelqu'un qui est là depuis 5 ans. Bien sûr. Bien entendu. Ça dépend ce qu'ils font et comment ils le font. Donc voilà, j'espère que ça donne encore une fois, quelques indices, quelques directions pour Nadia. Est-ce que on a une autre question? Ou peut-être que tu as des questions sur cette partie-là? Non, j'ai pas de questions.
Donc oui, une question dont j'ai cru au début que c'était une question spéciale expatriation, et en fait non, c'est une question très générique, parce que quand on a un entretien comme ça d'embauche, comment négocier son salaire quand l'employeur a clairement l'intention en fait de moins vous payer au prétexte que votre époux, que votre épouse a déjà un bon salaire. Alors pour les expatriés, ça se traduit aussi par ce qu'on appelle des allowances, c'est-à-dire c'est pas la peine que je vous embauche parce que je vous donnerai pas de mutuelle parce que votre conjoint en a déjà une bonne, et ainsi de suite. Donc comment gérer un petit peu tout ça? Ouais, alors ça c'est une super question, et tu sais, même plus que l'histoire de conjoint, des fois il y a même des jeunes sous prétexte qu'ils vivent encore avec leurs parents. Ouais. L'employeur va en profiter pour dire écoute, c'est vrai que le salaire est pas élevé, mais franchement ça te suffit largement. Toi t'as la chance d'être chez tes parents, et tu vois, c'est là qu'en fait je dirais il faut surtout pas jouer à ce jeu-là. Le jeu de la compensation basée sur des liens sociaux ou sur la situation sociale ou maritale ou peu importe de l'employé, c'est pas le jeu auquel on a envie de jouer. Donc il faut même pas essayer de répondre ou quoi que ce soit. Il faut immédiatement se repositionner sur un jeu où on a ses chances. Et le jeu où on a ses chances, c'est de dire écoutez, je sais pas trop ce que ça vient faire là-dedans. Moi ce qui est important, c'est que mes compétences soient évalué au niveau de ce qui existe sur le marché aujourd'hui, et voilà. Et il y a deux facteurs qui peuvent influencer le salaire ou la compensation ou les bénéfices aussi qu'une personne perçoit. Tu sais, c'est le marché de l'emploi. Est-ce qu'il y a de la demande en ce moment? Et c'est l'expertise, le niveau d'expertise. D'accord. Donc s'il y a de la demande pour ton type d'expertise, Thierry, et que le marché de l'emploi il est très favorable, donc du coup pour toi, et qu'en plus le niveau d'expertise il est payé à ce niveau-là, compensation, eh bien c'est ton point d'ancrage. Tu dois revenir sur ça. C'est très important de pas tomber sur discuter, de dire ouais c'est vrai que j'habite chez mes parents, mais je comptais aussi habiter tout seul après. Ouais, c'est vrai, mais mon mari, il pense peut-être d'y partir de sa société. On s'en fout. Là, on est en train de répondre sur un terrain de jeu qui est pas le bon terrain de jeu. Ouais. Écoutez, une fois que vous partirez, on rediscutera. Écoutez, si votre mari perd son travail, on rediscutera. Game over. Game over. Parce qu'on joue à un jeu où on contrôle pas les règles. Donc c'est vraiment important de jouer sur ce jeu de le marché de l'emploi. Donc la valeur est déterminée par le marché de l'emploi, l'offre et la demande par rapport à tes compétences et le niveau de compétence. C'est tout. D'accord. Et si jamais ça se passait, eh bien des fois, mettons, là je prends le scénario au pire. La personne dit ouais mais c'est notre budget, je suis vraiment désolé. Bon, il y a des techniques de négociation pour passer outre ce genre de choses, ça c'est ce qu'on fait en coaching. Mais très rapidement, n'hésitez pas à dire d'accord. Alors à la limite, ça c'est ce que vous pouvez faire maintenant, mais est-ce qu'on peut avoir une partie variable qui viendrait se rajouter à ça en fonction de mes résultats? Donc si vous faites plus d'argent, si vous faites plus eh bien à la limite j'aurai un intéressement par rapport à ces objectifs, par rapport à ces résultats pour la société. C'est très dur de dire non. D'accord, très très dur de dire non, si on fait plus, vous aurez rien de plus. Non, on veut juste vous sous-payer. C'est très très difficile comme situation, quoi. Ouais. Ou alors se dire écoutez, moi ça me va de commencer comme ça, mais par contre, est-ce que vous êtes ouvert à une revue de de mon salaire, de ma compensation dans 3 mois, une fois que vous aurez vu effectivement la valeur ajoutée que je peux apporter au poste. Ok. Très difficile aussi de dire non, même dans 3 mois, même si vous avez plus de valeur ajoutée, rien ne changera. C'est très difficile. Et puis, donc vous mettez la personne en difficulté, puis surtout elle joue à votre jeu, avec vos règles. Et puis surtout, à la limite, si vous tombez sur une personne comme ça, dites-vous bien que de toute façon, il y a pas d'espoir. C'est-à-dire que si la personne vous impose ça dès le début,
avec aucune porte de négociation, avec rien. Demandez-vous quel est votre avenir dans cette entreprise. Vous n'êtes juste qu'un pion, comment dire, un monkey, un singe derrière un téléphone ou derrière un ordinateur, et vous êtes juste une pièce qu'on va interchanger. Donc sur le coup, on a besoin de travailler, mais à long terme, c'est comme on dit chez les fans de Star Wars, it's a trap. Tu sais, le truc, c'est vrai, hein, ce que tu dis. Et moi, j'ai l'histoire d'une amie qui a commencé en tant que secrétaire du CEO, du PDG de la boîte. C'est pas une grosse boîte. Et elle commençait du coup à dire à son PDG, mais si tu veux, je peux m'occuper de ça. Mais si tu veux, je peux m'occuper de ça. Par extension de son travail de soutien, de support. Et petit à petit, le PDG a commencé à lui donner de plus en plus de responsabilités. Au bout de 2 ans, elle est promue directrice des opérations. Ouais. Ce qui est un super poste parce que c'est le numéro 3, le poste numéro 3 de la boîte. Bon, elle est pas très grande, la boîte, hein. Mais c'est quand même, regarde un peu comme à la base, c'était secrétaire. Enfin, il n'y avait pas forcément le salaire qu'elle a aujourd'hui. Ouais. Et t'as vu comment elle s'est rendue, si tu veux, indispensable à force de vraiment servir le client, à force de proposer tout ce qu'elle pourrait faire d'autre. Et ça, c'est très difficile c'est très difficile pour un employeur de se séparer de ce genre de personnes, parce que se séparer, ça veut dire qu'il reprendrait tout sur sa tête, tout ce que la personne lui a la décharger, la alléger, ouais, la décharger, ben c'est le PDG devra lui reprendre et puis reformer une autre personne et recruter une autre personne. C'est plus facile d'augmenter son salaire. Ça coûte beaucoup moins cher d'augmenter son salaire. Donc ça, c'est un point aussi. Il faut vraiment essayer de partir sur de bonnes bases. Le point que tu as dit, Thierry, il est intéressant parce que je dirais, pour pouvoir négocier, il faut être prêt. Pour pouvoir négocier le meilleur des choses, il faut être prêt à dire non à l'opportunité. Il faut être prêt à ne pas l'accepter. Et il faut pas avoir peur. Et souvent, les professionnels qui sont en recherche d'emploi, s'ils n'ont pas d'emploi, ils sont dans une situation où j'ai rien pour l'instant. Donc, rien par rapport à ça, c'est déjà ça. Puis je continuerai à chercher pendant mon boulot. Et c'est pas très cool. Il faudrait plus être dans une situation de dire, non, moi, il est important que je sois valorisé au niveau de mes compétences et de ce que le marché offre. Aujourd'hui, j'ai pas envie d'être toujours en décalage par rapport au marché ou d'être toujours intéressé par d'autres opportunités, parce que finalement, je ne veux pas commencer quelque chose qui, dans 6 mois, je vais recevoir un coup de fil avec un meilleur salaire pour exactement la même chose. Donc, je pense que c'est dans notre intérêt à tous les deux de m'offrir quelque chose qui est pas forcément dépendant de ma situation sociale, mais de mes compétences et de ce qu'offre le marché aujourd'hui. Tout à fait. Je rajouterais une chose. C'est un petit peu d'auto-promo, mais c'est aussi, quand vous êtes dans cette situation, c'est aussi le signe d'une recherche d'emploi qui a été malheureusement pas forcément très bien menée, puisque dans les techniques qu'explique Hamza, justement, le but c'est de ne pas arriver à ce moment-là, c'est-à-dire de générer suffisamment en fait d'offres d'emploi, enfin d'entretien d'embauche pour être en position de choix. Et dites-vous bien que si vous arrivez à ce moment-là, c'est que il y a quelque chose qui s'est mal passé avant, et que en fait la problématique c'est pas forcément de répondre à cette question comment je le gère et ainsi de suite. Alors ça c'est bien quand vous êtes en état d'urgence, quand vous êtes en état de d'urgence absolue, mais par contre c'est que à la base vous avez pas fait une bonne recherche d'emploi. Je suis un peu dur là, mais on a déjà fait des vidéos avec Hamza à ce sujet sur la recherche d'emploi. Hamza fait régulièrement des séminaires, un webinar gratuit, comment obtenir 3 fois plus de réponses d'entretien. Voilà, et d'entretien. Et en fait, si vous arrivez à vous poser cette question, c'est qu'à un moment donné, vous avez loupé quelque chose sur les étapes précédentes. Alors,
on peut se retrouver en mode survie, et donc quand on est en mode survie, on va gérer au mieux en fait la situation qu'on a. Mais dites-vous bien que il va falloir reprendre tout ça, et il va falloir reprendre ça avec les outils que propose Hamza. Voilà. Ouais. Alors, est-ce qu'on a une autre question? Eh bien, écoute Hamza, non, on n'a plus d'autres questions pour aujourd'hui. Donc, on va proposer à nos amis de nous rejoindre la semaine prochaine, même heure, même lieu. La semaine prochaine, ce sera... Et de continuer à poser des questions. Voilà, ce sera une émission de type entrepreneuriat, mais s'il vous plaît, posez vos questions dans les commentaires de cette vidéo, et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager. On a besoin de vous, et pour aider le plus de gens, et aussi pour nous faire connaître nous. On n'a pas parlé de Carrière Express. Ben vas-y. Je sais pas si c'est trop tard maintenant, mais on vient de lancer le site. Donc en fait, pour tous ceux qui voudraient revoir la vidéo, qui sont arrivés au milieu, qui sont arrivés à la fin, peu importe, on va avoir cette vidéo sur carrièreexpress.com. On va l'enregistrer, on va la rééditer. En fait, c'est pas c'est Thierry qui va la remasteriser, qui va faire en sorte que c'est encore plus agréable que le live. Voilà. Même si ce sera pas pareil, hein. De toute façon, le live, c'est le live. Mais dans tous les cas, cette vidéo, elle sera disponible sur carrièreexpress.com. Carrière Express en un seul mot, voilà. Comme ça s'appelle, .com. C'est voilà. Là au-dessus de nos têtes, là, vous avez l'URL de la... enfin un peu plus sur le côté pour toi, voilà. Et donc voilà, donc ça c'est vrai que nous venons de lancer le site. Et bon, sur le site vous allez trouver plein de choses, entre autres des parcours de formation, puisque nos émissions ont une forme de cohérence qui fait qu'en fait vous pouvez avoir des cours sur un sujet précis, mais non pas sur une seule émission, mais en fait quelque chose plus global, puisque le premier qu'on a mis en place, c'est l'emploi de la recherche à la démission. Et en fait, c'est un ensemble de cours, de 5 cours, qui vous permettent donc de gérer la recherche d'emploi et votre évolution de carrière, et même le fait que, à un moment donné, voilà, ciao. Ouais. Exactement, voilà. Non, c'est exactement ça. Donc, donnez-nous votre avis, continuez à commenter, continuez à nous suivre, et surtout, donnez-nous vos questions. On se fera un plaisir d'essayer de vous aider aussi. On se dit à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.